Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, coach des leaders et passionnée par le développement humain et les approches novatrices. Aujourd'hui, dans ce 68e épisode, j'ai le plaisir de réaliser une entrevue avec une leader de la transformation organisationnelle, co-auteure du livre « Où est mon sentier battu ?» C'est Madame Anne-Laure Marcadet. Alors j'ai eu le plaisir d'avoir eu le livre signé par Anne-Laure lors d'un congrès que j'ai assisté il y a quelques mois et c'était un congrès super intéressant, c'était pour les coachs certifiés ICF et j'ai adoré lire son livre, vraiment, tellement il m'a inspiré dans beaucoup de mes ateliers et formations et lorsque je lui ai écrit, elle a eu la gentillesse de me répondre assez rapidement. Donc sans plus tarder, je te laisse découvrir notre échange, c'est super intéressant et on se retrouve à la fin. Je suis très heureuse de t'accueillir Anne-Laure, merci d'avoir accepté cet échange avec moi. Donc sans plus tarder, je te laisse la main. Est-ce que tu aimerais, s'il te plaît, te présenter? Oui, merci Lamia de m'avoir accueillie. Donc Anne-Laure Marcadet, je suis fondatrice d'Idéclic, donc une firme en consultation stratégique et mobilisation des équipes. Je suis spécialisée vraiment dans les administrations publiques, les organisations à but non lucratif comme les fondations, l'association organismes à but non lucratif. Et une de mes passions, outre la mobilisation des équipes, c'est vraiment la stratégie. Donc, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour en parler. Super. Puis lorsqu'on a commencé à préparer cet échange-là, on a fait un remue-ménage, un brainstorming sur le titre adéquat. Le titre qu'on a choisi, c'est l'humain au cœur de la stratégie. Fait que qu'est-ce que ce titre évoque pour toi, justement? C'est sûr que la stratégie, quand on y pense, c'est quelque chose qui va être assez froid, assez désincarné. C'est vraiment qu'est-ce que je veux mettre en place pour être capable d'atteindre mes objectifs, pour réaliser la vision de mon organisation. Ça a l'air très simple comme ça. Tu sais, il y a plein d'outils, de templates qui t'aident à te guider. Mais moi, je me suis rendu compte à plusieurs reprises qu'on avait beau avoir les meilleures stratégies, au dernier moment, des fois, les humains qui sont chargés d'exécuter cette stratégie reviennent en arrière, où on a des choix qui sont difficiles. Donc, l'humain, c'est une composante indissociable au niveau de tous les processus de réflexion stratégique, parce que comme un humain, on a des peurs, puis des fois, on va pas nécessairement oser, ou on va avoir des élans de vouloir aller dans un endroit qui est pas nécessairement ce qui va être le mieux pour l'organisation. Donc, je pense que c'est vraiment important de repositionner le fait que, en tant que personne, on a des réflexes à développer, on a une pensée stratégique à développer, et c'est vraiment je vais l'appeler l'instrument fondamental, même si j'aime pas ce mot en termes, c'est quand on parle des humains, mais c'est vraiment un des outils, un des éléments centraux de la stratégie. Puis surtout que j'imagine quand on va aller un peu plus loin sur le terme stratégie, des fois on pense que la stratégie elle est unique, qu'elle est personnelle ou que c'est pas juste un être humain. C'est la stratégie, on le fait pas seul, on est une communauté de personnes qu'on devrait penser collectivement. Comment justement cela fait écho avec toi, avec ce que tu amènes? Effectivement, on aurait peut-être même pu l'appeler les humains au cœur de la stratégie, parce que pendant des siècles, des années, la stratégie avait une connotation qui était très guerrière. Donc, on avait l'élite, la direction qui s'en allait dans une direction, puis on avait vu certaines personnes qui réfléchissaient. Mais là, de plus en plus, on voit que la stratégie, c'est quelque chose qui se fait ensemble. C'est pas juste quelques personnes dans un bureau qui vont pouvoir en parler. Donc, ça pourrait même être ça, les humains au cœur de la stratégie, parce qu'il n'y a pas une seule voie possible. Il y en a plein, il y a plein de possibilités. Maintenant, c'est comment on va être justement capable de choisir celle qui sera la bonne pour les prochaines semaines ou les prochains mois, jusqu'à ce qu'on rechange. Puis justement, est-ce que tu peux aller plus loin sur la définition de la stratégie, selon toi? La stratégie, c'est les moyens qu'on va mettre en place pour être capable de relever certains défis ou de prendre certaines opportunités pour notre organisation. Une autre façon de le présenter, parce que comme je disais, je travaille beaucoup avec des entreprises, des organisations à but non lucratif ou à l'administration publique, c'est vraiment comment est-ce qu'on va être capable de réaliser notre mission, de réaliser notre vision à court, moyen et long terme. Donc, en gros, quelles sont les ressources que l'on va pouvoir allouer, quelles sont les décisions aussi qu'on va devoir prendre pour s'assurer qu'on atteint notre objectif.
La particularité des organisations qui ont une mission d'intérêt général, c'est qu'on est vraiment orienté vers comment est-ce qu'on va être capable de desservir notre communauté, notre public. On le voit dans certaines entreprises privées, on a de plus en plus d'entreprises à mission également qui mettent en place ces stratégies pour desservir leur clientèle ou atteindre un objectif qui va être un petit peu plus grand qu'elle. Donc, c'est quand même un courant qu'on voit. Donc, en gros, c'est ça vraiment, cette stratégie, c'est là où les orientations qu'on va prendre pour atteindre nos objectifs, pour réaliser notre mission. Super intéressante, puis j'aime beaucoup cette définition-là parce que j'ai l'impression que ce terme-là, il a tellement été galvaudé, puis on a perdu le sens de cette définition-là, fait que je suis très contente de t'avoir ici pour que t'en parler. Des fois, on se questionne en tant qu'organisation, puis je vois beaucoup de mes clients qui restent dans des projets parce qu'en amont, il n'y a pas eu de stratégie, pas eu de réflexion, il n'y a pas eu de planification par rapport à ça, et on reste dans des projets, des enjeux qui viennent nous tirer vers le bas. Et du coup, moi, j'ai la prochaine question. De quoi on a besoin, en fait, de développer cette stratégie-là? Il y a les outils traditionnels. Alors, il y a plusieurs façons d'avoir des processus de planification stratégique. Moi, je préfère utiliser le mot des cycles de réflexion stratégique. Vous avez des outils traditionnels qui peuvent encore marcher comme les analyses FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace, les 5 forces de porteur, le PESTEL, etc. Donc, c'est des outils qui sont quand même intéressants pour permettre de comprendre d'où est-ce qu'on part. Parce qu'à la base, avant de savoir où est-ce qu'on veut aller, il faut quand même qu'on sache d'où est-ce qu'on part, au moins dans notre environnement, au niveau de notre clientèle, au niveau de notre public, au niveau dans les industries dans lesquelles on est, aussi de savoir ce qui se passe. Donc, il faut vraiment comprendre d'où est-ce qu'on part, quelles sont les problématiques, les opportunités. Donc, je vous ai nommé certains outils. Moi, il y a un outil qui a été développé par l'organisation Esplanade qui s'appelle Impact Gaps Canva. Je l'aime énormément parce que ça permet vraiment de poser notre compréhension de la problématique en lien aussi avec les clientèles qu'on veut desservir, les publics qu'on veut desservir. Donc, moi, ça, c'est vraiment le premier élément au niveau de la stratégie. Il y a une compréhension quand même d'un environnement avec une certaine collecte de données. Ensuite, ce que ça va prendre aussi, c'est les humains, les personnes qui vont être concernées. Tu sais, on parle beaucoup de clientèle ou de public. On pense que notre public aimerait ça, ou on pense que non, on va aller valider nos différentes hypothèses. Donc, moi, j'ai beaucoup des processus de réflexion stratégique qui sont participatifs parce qu'il faut aller chercher le pouls des populations, des clientèles concernées. Puis quand je dis ça, c'est aussi bien les personnes qui vont être bénéficiaires des services que les employés, que les partenaires. Quand je dis partenaires, j'inclus aussi les concurrents potentiels. On parle beaucoup de compétition en ce moment. C'est comment on va pouvoir coopérer avec ceux qu'on considère traditionnellement comme nos compétiteurs. Donc, la collecte de données, la compréhension des humains, puis je te dirais, en lien avec certaines caractéristiques, ça prend beaucoup d'humilité, de courage et quand même un petit peu de temps. De courage, parce que ça arrive souvent que quand on recreuse dans la compréhension de notre communauté ou quand on va regarder la capacité réelle de notre organisation, on se rend compte qu'il faut prendre parfois des décisions difficiles, comme d'abandonner certains services ou produits, de se repositionner par rapport à une certaine clientèle. Donc, je te dirais qu'avoir ces discussions courageuses, c'est ce qui est quand même pas mal un des éléments les plus difficiles. Donc, ça prend pas mal ces petits ingrédients-là, je te dirais. Puis j'aime bien un élément que tu as mentionné, puis j'aimerais bien peut-être creuser. Dans ton livre, tu as dit il faut s'armer de patience parce que ça prend du temps. Et généralement, on vit dans une société de plus en plus impatient et on veut tout faire vite. S'il y a des gestionnaires ou des personnels RH ou des directeurs qui t'écoutent en ce moment, ce serait quoi les conseils que tu peux leur donner pour davantage miser sur le temps et cette vision long terme? Ouais. Puis c'est ça, c'est qu'il y a vraiment un paradoxe avec le temps. C'est qu'on se dit, effectivement, il faut quand même du temps pour aller collecter les données qui sont importantes. Et en même temps, on n'a pas trop le temps parce qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire autour de nous. Donc, c'est vraiment le paradoxe. C'est pour ça que la notion du temps, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut avoir une stratégie
il faut prendre 1 an, ça veut aussi dire qu'il faut se donner du temps, d'avoir ces moments de réflexion stratégique qui sont inscrits à l'agenda et qui vont nous permettre individuellement ou collectivement de réfléchir à ce qui est en train de se passer dans notre environnement. Donc, c'est vraiment ces espaces-temps où on va se poser certaines questions, justement, sur les enjeux qu'on avait identifiés il y a 6 mois, est-ce qu'ils sont toujours valables? Est-ce que, si ces enjeux sont valables, est-ce que les actions, les activités qu'on avait décidé de faire sont toujours pertinentes par rapport à cet enjeu-là? Qu'est-ce qui est en train de changer? Je vais vous donner un exemple. Mettons qu'on repart en arrière en janvier 2020. Vous êtes une entreprise de vente de vêtements de luxe. Et vous, dans votre stratégie, vous savez que vous vendez plus si vous offrez une expérience bonifiée en magasin dans vos succursales qui auront été spécialement conçues pour accueillir votre clientèle. On est en janvier 2020. Mars 2020 arrive, on peut pas décider de garder la même stratégie, il faut se réajuster. Donc, c'est ça, ce paradoxe du temps. C'est pour ça que je recommande plus de parler de cycle de réflexion stratégique pour être toujours dans cette réflexion-là, plutôt que de processus de planification stratégique qui peuvent donner l'impression que c'est long ou ça s'arrête jamais. Donc, c'est pour ça qu'un des nerfs de la guerre, c'est la collecte de l'information aussi, le fameux data. Plus on va être capable de collecter les données en continu, plus ça va nous permettre de nous alimenter dans notre réflexion en continu et d'être capable de réajuster nos stratégies. Et je dirais, c'est vraiment un élément qui manque actuellement dans beaucoup d'organisations, cette capacité à collecter, traiter et analyser les données en continu. Donc, c'est super intéressant, Anne-Laure. Si je reviens avec notre objectif qui est l'humain au cœur de la stratégie, comment concrètement on peut développer cet état d'esprit ou l'humain au cœur de la stratégie? Effectivement, puis je m'en vais à la page, j'en profite, j'ai même pas pensé à parler effectivement du livre. Donc le livre Où est mon sentier battu? Donc, c'est la pensée stratégique pour cheminer autrement vers une saine création de valeur. C'était de se dire, qu'est-ce que ça nous prend justement pour être capable de développer notre pensée, puis cette pensée va venir influencer notre action aussi stratégique. Donc, il y a 3 éléments qui sont importants. Le premier élément, l'humain est là aussi pour donner du sens. Donc, est-ce que dans cette stratégie-là, en tant que dirigeant, en tant que gestionnaire, je suis capable de donner du sens, donc c'est-à-dire d'aligner mes équipes vers une vision commune. Puis là, l'humain est important parce que, comme je disais, ça veut dire qu'on prend des décisions. Et des fois, ça va être des décisions qui peuvent être difficiles. On le voit, les émotions commencent à entrer en jeu. Les émotions, ça peut être positif dans le sens où une vision inspirante, mobilisante va créer des émotions positives qui vont donner le goût aux gens d'embarquer. Mais quand on a peur de prendre certaines décisions, de faire des choix qui sont difficiles, on voit que ça va être plus difficile des fois de faire du sens. Parce qu'on peut prendre des décisions basées sur une peur qui n'est pas toujours rationnelle, mais qui va faire qu'on prend pas toujours les meilleures décisions pour son avenir. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément où l'humain est important, c'est tout ce qui est en lien avec la création de synergie de collaboration. C'est notre deuxième pilier au niveau de la pensée stratégique. Et là, c'est vraiment de mettre l'ego de côté au service du collectif. Je vois souvent des gestionnaires qui arrivent et qui me disent « Je suis enfin gestionnaire, je vais pouvoir imposer ma vision des choses. » C'était aussi simple que ça, on n'aurait pas toute une théorie au niveau de la gestion du changement. Travailler de manière stratégique, c'est aussi s'assurer que on n'est pas là juste pour faire valoir ses propres intérêts, mais également qu'on est capable de contribuer à notre communauté, à notre écosystème, ou qu'on travaille de concert avec nos parties prenantes à l'interne. Donc, c'est pour ça que là, c'est comment on est capable d'accepter de laisser notre ego de côté pour se concentrer sur le collectif. Puis là, pareil encore, il y a plein de peurs qui peuvent embarquer, donc les émotions vont jouer un rôle important parce que ça peut être parfois difficile d'accepter que les idées des autres soient retenues, même si c'est pas celle à laquelle on avait pensé. Donc, un gros travail à ce niveau-là. Et je dirais donc le troisième pilier qui est important, c'est la capacité aussi à se projeter, à anticiper. Parce que ça reste un élément qui est toujours important. Puis dans ces moments-là, c'est sûr que l'humain intervient parce qu'il y a des questions de créativité, on s'entend.
Mais dans ces moments-là, on va beaucoup douter. C'est parce que on a notre intuition qui est là, mais après de dire ok, c'est juste une intuition, mais quelles sont les données scientifiques sur lesquelles ou factuelles sur lesquelles je peux me baser. Donc la question du doute, de l'anticipation vient une fois de plus nous amener soit vers des émotions qui sont considérées un petit peu plus comme négatives, comme la peur, versus des émotions qui justement nous amènent à développer notre pensée critique. Puis je veux pas donner l'impression que la peur c'est juste négatif, ça nous apprend aussi des choses, mais ça peut aussi quand on les vit pas nécessairement bien, nous empêcher d'avancer puis nous empêcher de réfléchir. Donc il y a vraiment ces trois aspects-là qui sont importants, la capacité à prendre de la hauteur pour aligner ses équipes, la capacité à voir vraiment plus large, à travailler en synergie, collaboration, puis la capacité à voir aussi plus loin, puis à anticiper aussi ce qui pourrait arriver. Puis Anne-Laure nous a partagé son modèle que je vais fournir avec le podcast. Donc c'est un modèle visuel, moi j'adore ça parce que ça permet de comprendre en fait comment renforcer justement cette pensée stratégique là pour finalement prendre des bonnes décisions au bon moment. Puis si tu permets, je mettrai moi un de mes coups de cœur du livre, puis d'ailleurs que je me suis inspirée à chaque fois et je leur parle de ton livre dans mes formations, c'est l'émo-décision. Puis tellement j'ai adoré le terme, comment les émotions peuvent être bénéfiques ou dans la prise de décision. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, justement de remettre en avant que oui, dans la stratégie, on est des humains, on est des êtres humains et les émotions font partie de nous, de notre expérience humaine. Donc on peut pas les négliger ni les mettre de côté. Il faut les intégrer dans cette stratégie-là. Donc je trouve ça super intéressant. Oui, ben effectivement, j'avais écrit un article là, il y a quelques années déjà là-dessus, de voir comment ça peut nous être bénéfique. Puis il y a plusieurs articles qui avaient été écrits là-dessus. Je vais peut-être lire une définition une des citations qui était de dire d'une pensée logique et rationnelle, nous sommes progressivement revenus à une approche plus sensible et sensorielle, non pas pour suivre un effet de mode, mais bien parce que l'étude de la biologie et des neurosciences a démontré qu'il ne pouvait en être autrement. Ça aussi, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est que pendant des dizaines d'années, on a vu les émotions comme quelque chose de néfaste. Le fait qu'il fallait, tu sais, quand on dit, que tu arrives au travail, il faut que tu laisses les émotions à l'intérieur. Biologiquement parlant, c'est impossible. On est des êtres sensibles avec ces émotions-là. Donc, comment est-ce qu'on en fait aussi un levier? Je parle depuis tantôt de la peur. La peur peut être aussi une source importante d'information, soit parce qu'elle nous donne un signal qu'effectivement, il faut vraiment pas que tu ailles là-dedans, ou au contraire, de se dire, c'est un appel à dépasser aussi ses limites par rapport à ce qu'on fait habituellement. Tout à fait, exactement. C'est grâce à la peur que qu'on a réussi à survivre. Hein. Donc oui, je pense que moi j'aime bien parler de dompter la peur au lieu de la mettre de côté. Donc c'était super intéressant, merci Anne-Laure. Je reviens sur ton livre, pareil, parce que j'ai vraiment adoré. Et tout début, dans l'introduction, tu fais référence à l'impact et même à une formule. Donc la mathématicienne en moi a adoré. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment créer plus d'impact? Oui, effectivement. Puis je vais me permettre de faire un petit retour en arrière aussi sur la stratégie, parce que on a l'impression que c'est simple la stratégie, mais il y a tout plein de débats philosophiques derrière. Puis notamment aux États-Unis, mais une entreprise, son objectif est de faire le plus d'argent possible pour ses actionnaires. Donc, la stratégie vise à amener de la valeur pour les actionnaires, les investisseurs. De plus en plus, on a quand même une évolution de cette notion, de cette stratégie-là, d'où le titre de notre livre, de créer aussi, c'est une création de valeur, mais une valeur partagée, parce que c'est une croyance, en tout cas, je crois sincèrement qu'une organisation devrait se préoccuper non pas uniquement de la rentabilité à court terme, mais de l'impact qu'elle va avoir. On le voit quand on parle d'impact environnemental, on le voit de l'impact social, sociétal, etc. Donc, cette notion d'impact, je pense qu'elle est fondamentale. C'est pour ça que je m'intéresse plus particulièrement aux organisations qui ont une vision d'impact, c'est-à-dire qu'elles intègrent de manière beaucoup plus large la valeur qu'elles veulent créer pour les parties prenantes. Et pour créer cet impact-là, d'où la formule,
effectivement, ça prend une stratégie orientée vers une vision d'impact. Ça prend des actions qui sont extrêmement concrètes parce qu'une stratégie sans exécution, ça ne sert à rien. Ça prend aussi des outils. Est-ce que j'oserais mettre les humains comme outils? Peut-être pas, en tout cas. Mais ça prend des outils pour venir animer ces réflexions-là. Ça se fait pas en claquant des doigts. Puis dans les outils, c'est comment est-ce que je vais collecter les informations, les données qui vont être nécessaires, comment j'anime les processus de réflexion stratégique. On parle beaucoup de lac à l'épaule, de brainstorming, mais un lac à l'épaule, s'il n'est pas orienté vers une compréhension de ce qu'il faut faire, s'il est pas animé de manière adéquate, ça servira pas ni la stratégie, ni l'obtention d'impact. Donc ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir une vision de la stratégie qui est beaucoup plus large que la seule génération de bénéfices pour une minorité. C'est ça qui va nous permettre d'avoir l'impact. D'où la nécessité au niveau de la pensée stratégique, de la synergie, donc de voir plus large, d'inviter les parties impactées, concernées à contribuer, mais également de voir plus loin. Donc cette anticipation du long terme, c'est ce qui va nous permettre d'avoir cet impact-là. Merci beaucoup. On est presque à la fin. Sur quelle conclusion t'aimerais je dirais aux gens, n'ayez pas peur de vous intéresser à la stratégie. Et habituellement, on va dire, dans les organisations, il y a l'aspect stratégique, tactique, opérationnel. Moi, je trouve que c'est très limitatif parce que ça pourrait laisser croire qu'une personne qui est sur le terrain n'a aucun impact stratégique, alors que c'est complètement faux. Ça, je préfère parler de stratégie générale, de stratégie d'activité, stratégie opérationnelle, parce que n'importe quelle personne, quel que soit le poste qu'elle occupe au sein de son organisation, a un rôle à jouer au niveau de la stratégie. Que ce soit pour s'assurer que les décisions que la personne prend permettent de réaliser la vision d'impact, que ce soit pour faire remonter l'information qui est sur le terrain, que les personnes voient directement de la population, c'est un élément qui va être fondamental. Puis cette fois-ci, toujours en lien avec l'impact, j'ai effleuré la question des facteurs ESG, mais c'est ça aussi, passer à l'action. C'est quelles sont les actions que vous voudriez mettre dans votre organisation, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau du social, au niveau de la gouvernance aussi, pour aller chercher cet impact-là. Donc, quelles sont les stratégies, quelles sont les actions que vous oseriez mettre? Puis, pas besoin d'avoir non plus des plans stratégiques qui sont trop ambitieux. Si ça ressemble à une lettre au Père Noël, c'est qu'on n'a pas nécessairement réussi ce qu'on voulait. Mais quelles sont les premières petites actions que vous pourriez mettre en place dans votre quotidien? Puis, je le répète, quel que soit le poste que vous occupez, pour contribuer à sa stratégie d'impact. C'est un très bon conseil. Puis moi, j'aurais le conseil de vous conseiller de tout simplement lire le livre. Où est mon sentier battu? On va le mettre pour retrouver le livre. Où est-ce qu'on peut te contacter si j'ai des questions, des personnes qui veulent aller plus loin? Anne-Laure. Écoute, il y a LinkedIn. Faites-moi des petites connexions sur LinkedIn. Ça me fait toujours plaisir. Puis sinon, il y a mon site internet, donc idclick.ca, où vous allez pouvoir avoir toutes les informations nécessaires, puis de voir aussi l'équipe avec laquelle j'ai le plaisir de collaborer. Je te remercie. Merci d'avoir été là, d'avoir accepté cet échange. Et je vous dis à bientôt. Merci Lamia. Je remercie une nouvelle fois Anne-Laure pour cet échange et je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines, semer. Prends soin de toi, je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.